Punchline. Anthony Favali sur Europe 1. De retour dans Punchline sur CNews et Europe 1 avec mes invités Gabriel Cluzel, Gérard Leclerc et Thibaut de Montbrial pour évoquer cette actualité. Je voulais vous présenter notre sondage CSA pour CNews que je fais découvrir aux auditeurs d'Europe 1. Doit-on intensifier la lutte contre les rodéos sauvages ? 96% des Français répondent oui, 3% répondent non. Le 1% restant ne se prononce pas, évidemment. On a eu un exemple criant ces derniers jours, cet enfant de 5 ans blessé au visage à l'occasion d'un rodéo urbain lors d'une promenade en famille. 4 individus ont été interpellés. L'accident aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Faire des banlieues une priorité nationale, c'est la question que je voulais vous poser sur ce plateau. Écoutez ce que en dit Benoît Jiménez, il est le maire de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Dans notre société, on a des fractures importantes, les banlieues qui parlent plus aux métropoles, les métropoles qui parlent plus à la ruralité. Si on peut faire en sorte finalement que les banlieues puissent de nouveau être une priorité nationale, qu'on puisse le voir incarné dans un ministère important avec des fonds dédiés, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses très bien comme les cités éducatives, comme les bataillons de la prévention qu'on a déployés aussi à Garges-les-Gonesse, mais ça va pas assez loin, il faut qu'on aille encore plus loin pour faire en sorte que précisément des phénomènes comme on peut avoir au sein de nos quartiers, notamment aux abords des lycées ou alors des rixes interquartiers, ne voient plus le jour. Thibaut de Montbrial, qu'il s'agisse des rodéos urbains ou des rixes, est-ce que vous estimez que l'État a abandonné les banlieues ? Oui, mais pas d'hier. Oui, mais et pas d'hier. Pourquoi ? Ça fait des décennies qu'il y a une dérégulation, que les problèmes en banlieue augmentent, que la violence explose. Ça nous renvoie à la question de l'urbanisme, ça nous renvoie aussi à la question de l'immigration, qui est en plein dans le sujet. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur les rodéos, l'État, et là, je reviens aux 5 dernières années, c'est toujours pareil. Il y a eu des petites avancées, il y a eu une petite loi, mais une loi totalement insuffisante. Alors, vous parlez de la loi de 2018. Mais oui, et qui permet aujourd'hui au gouvernement, en période de campagne électorale, de dire, regardez, on a fait des choses. Mais si on regarde cette loi de 2018 et tout ce qui arrive depuis, ça montre l'extraordinaire inanité de cette loi et l'impuissance totale des pouvoirs publics. Je rappelle qu'elle est, que c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende. Et pour vous, c'est pas suffisamment dissuasif aujourd'hui ? C'est pas dissuasif parce que ça pose, il y a tout un tas de problèmes pratiques. Et d'ailleurs, cette loi, elle a été réévaluée 2 ans après, ce qui était bien la preuve qu'elle était insuffisante. Et même la réévaluation ne me semble pas l'être. Mais plus généralement, ce que je veux dire, c'est que la question des banlieues, ça fait des décennies. Moi, j'ai 53 ans, ça fait 40 ans que j'en entends parler, et les 13 ans avant, j'en entendais pas parler parce que j'étais trop jeune. Mais j'en ai toujours entendu parler dans le débat public, et ceux qui nous écoutent sont dans le même cas que moi. Aujourd'hui, il faut vraiment prendre un peu de champ, parce que c'est pas de mettre un nouveau plan Marshall, encore de l'argent, etc., qui va changer quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est prendre du champ et se dire que faire évoluer la question des banlieues, ça implique de se poser 2 grands types de questions. Le premier, c'est une question de type sécurité, c'est-à-dire qu'il faut assumer que l'appareil d'État soit d'une fermeté extrême dans son action dans les banlieues sur place. 95% des gens qui habitent dans les banlieues sont les otages de ceux qui y commettent des crimes et des délits et qui souvent sont les mêmes ou les mêmes familles ou les mêmes groupes culturels ou ethniques qui s'y livrent à de la délinquance. Premièrement. Et ça, il faut le faire de façon implacable. Police, justice. Et en même temps, à côté, il faut évidemment une politique massive d'accès à la culture, d'accès à l'éducation, parce que la sécurité, ça permet d'arrêter, d'empêcher la délinquance, mais c'est pas une fin en soi, la sécurité. La sécurité, c'est le préalable pour que tout le reste puisse se mettre en œuvre et qu'on libère véritablement toutes les familles qui habitent dans ces quartiers pour qu'elles aient enfin accès à la culture et à l'éducation qui seules leur permettront à eux tous d'accéder à une vie meilleure, de retrouver la confiance pour aller chercher du boulot et la confiance de ceux qui offrent du boulot pour les accueillir. Il y a eu une rupture de confiance totale entre les banlieues et le reste du pays et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est un travail d'ensemble et je pense qu'il ne passe pas nécessairement par plus d'argent, mais par un volontarisme qui soit à la fois sécuritaire et culturel. Gabriel Cluzel, beaucoup d'observateurs parlent d'ensauvagement de la jeunesse aujourd'hui, d'une jeunesse de plus en plus violente. Oui, alors si la question est de savoir si il faut lutter contre les rodéos, oui, évidemment, je suis affirmative. Et on voit qu'il y a un renversement de paradigme dans cette société. Et ce cas des rodéos est extrêmement emblématique. C'est-à-dire que pour ne pas blesser ces jeunes, parce que c'est ça, pourquoi la police n'intervient pas, peur d'intervenir, pour ne pas les blesser, en fait,
peur aussi en arrière-fond, c'est que ça fasse flamber les banlieues. Donc pour ne pas les blesser, on n'intervient pas, mais de ce fait, ils blessent des enfants, alors que le choix devrait être vite fait entre ces jeunes qui ont choisi de narguer la police à leurs risques et périls et un petit enfant qui n'a rien demandé à personne. Et c'est éminemment symbolique de l'état d'esprit aujourd'hui de notre pays et qui fait que le sujet de la sécurité cette doctrine qui consiste à ne pas poursuivre ces jeunes et pour vous erronée. Bien sûr, et complètement erronée. Et vous pour revenir aux banlieues... La police anglaise a le droit de percuter. Hein. Percuter les véhicules quand c'est pour sauver d'autres gens. Non mais là, moi, de nombreux policiers m'ont dit qu'ils avaient la consigne express. Alors, on dit que ça a pu changer certaines fois, que récemment, ils devaient être plus fermes, etc. Enfin, ils continuent à me dire qu'ils ont la consigne express de regarder à côté. Voilà. Et concernant les banlieues, on a déversé des millions dans les banlieues. On a déversé des millions. Si on en avait déversé autant dans la ruralité, oui, à force de déverser des millions, ça devient des milliards. Vous avez bien raison. Et il ne s'est rien passé. Alors à chaque fois, on fait cette équation selon laquelle les banlieues seraient pauvres et que la pauvreté génère la délinquance. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était odieux parce que les gens pauvres ne sont pas nécessairement des délinquants. Il y a des gens très pauvres et très honnêtes, premièrement. Et puis, on voit bien que ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Et le premier postulat qu'on pourrait convenir de poser, parce qu'en réalité, tout le monde partage cet avis, mais personne n'ose le dire, c'est que on a construit des tours de Babel, de communautarisme dans ces banlieues et qu'on n'arrive plus à absorber. Et c'est évident que quand vous avez, par exemple, un certain nombre de populations qui arrivent de pays où les rapports sociaux sont violents, parfois ils les fuient du reste. Mais quand ils arrivent et qu'ils passent notre frontière, ils ne deviennent pas tout d'un coup, par l'opération du Saint-Esprit, un citoyen du monde avec nos mœurs. Et ils ont intériorisé ce mode de fonctionnement. Donc s'ils sont très nombreux à les avoir intériorisés, c'est évidemment compliqué. Donc le postulat peut-être serait de commencer à dire, faisons l'inventaire de ce qui se passe en banlieue. On ne peut plus accueillir une immigration telle qu'on l'a accueillie ces derniers temps. Ce n'est plus possible, ça ne fonctionne pas. Et puis aussi faire en sorte, dernier point, et après je passe la parole, faire en sorte que ce qui se passe en banlieue ne se reproduise pas ailleurs. Parce que aujourd'hui, la tentation, c'est de se dire, puisque ça se passe mal en banlieue, on va faire une politique de la ville et disperser, saupoudrer des logements sociaux à la campagne, dans les petites villes. Mais les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et si on n'a pas le courage de voir exactement, de faire l'audit de ce qui se passe et de voir ce qui ne fonctionne pas, eh bien, c'est les zones rurales, la France périphérique, qui, elle, aura double peine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la périphérie des grandes villes, elle ne bénéficie pas des mêmes services publics, mais en plus, elle aura les mêmes maux. Gérard Leclerc, vous êtes d'accord avec le diagnostic de Gabriel Cluzel ? Absolument pas, non. Bien évidemment, non. Je suis très étonné. Bien évidemment, non. La banlieue, il fut un temps où c'était la banlieue rouge, la ceinture rouge, on parlait, donc il y avait les élus, étaient à peu près tous du même parti, souvent des partis communistes pour parler clair. Aujourd'hui, il y a des élus d'un peu de tous les partis, quand vous regardez notamment en Seine-Saint-Denis et dans les autres banlieues du même type. Tous les élus sont du même avis là-dessus. Tous le disent. Et les chiffres existent. Contrairement à ce qu'on dit, on a déversé des milliards. Oui, c'est vrai qu'il y a eu de l'argent qui a été déversé, notamment pour la rénovation urbaine, et ça a plutôt bien marché. C'est notamment parce que Borloo qui avait lancé ça a plutôt pas mal marché. Mais d'une façon générale, quand on compare la situation de ces quartiers qui concentrent toutes les difficultés, c'est les quartiers où effectivement il y a de la violence, c'est les quartiers où il y a du chômage, c'est les quartiers où il y a des difficultés scolaires, c'est les quartiers qui sont enclavés, où il n'y a pas de transport, etc. Quand vous prenez ces quartiers, que vous comparez ailleurs, et notamment aux quartiers des centraux des villes, vous verrez qu'il y a une inégalité de traitement qui est manifeste. Il y a eu des exemples encore il y a très peu de temps à Clichy, il n'y avait pas de commissariat de police, il n'y avait pas de transport, c'était des quartiers qui étaient complètement enclavés. Tout ça, c'est des réalités. Regardez je vous dis aussi bien la violence qui existe, les taux de chômage, les résultats scolaires. Vous avez tout dans ces quartiers. Ces quartiers concentrent toutes les difficultés. Et moi, j'étais effectivement un peu déçu que lors de la campagne présidentielle, finalement, on n'en parle pas beaucoup. On a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de ça. Alors donc, je suis d'accord avec Thibault de Montbrial. C'est pas uniquement des moyens, mais c'est aussi des moyens. C'est aussi des moyens, et surtout, c'est une vraie politique, et une politique qui prenne en compte les différents aspects. Il faut bien évidemment remettre de la sécurité dans ces quartiers, mais ça ne suffira pas. C'est pas seulement de la sécurité. C'est l'ensemble. C'est des transports, c'est une vraie politique, et surtout, c'est une rénovation de ces Alors, Thibault de Montbrial. Non, mais d'un mot, on peut pas nier que Gabriel, excusez-moi, a quand même raison de dire, d'ailleurs j'en ai dit un mot, que la constitution culturelle de ces quartiers joue aussi un rôle. Mais ça joue un rôle, mais alors à partir d'une phase... Oui,
Donc il faut casser ça. Il faut Non, littéralement le casser. Ça fait comme mais c'est dans pour la ça. rénovation. Non, mais ça en fait partie, bien évidemment. Gérard, bien sûr, mais pas uniquement d'un point de vue d'urbanisme. On le voit bien, ça ne suffit pas. Vous avez des tas de quartiers qui ont été rénovés et où les problèmes persistent. Je vous dis, sécurité implacable, culture à tout crin. Moi, j'entends ce que vous dites et je vous aime bien, mais c'est un refrain c'est de la flûte, pardon. Mais dire qu'ils ne bénéficient, qu'ils sont tous défavorisés, je vous renvoie au livre de Christophe Guilluy, La France périphérique. Au contraire, les banlieues, par leur proximité des grandes villes, elles sont près des bassins d'emploi dont ne bénéficient pas nombre de ruraux. Toutes les infrastructures, d'ailleurs, il y a de nombreux maires, même communistes, qui sont écœurés et qui disent on a fait des infrastructures formidables, des piscines, des patinoires, des bibliothèques, et in fine, pour quel résultat? Donc moi je veux bien qu'on continue de vivre dans l'irénisme, mais sur un plateau télé ou de radio ça peut fonctionner, mais je pense qu'à un moment quand même, pour les gens eux-mêmes, il faut oser voir les choses. Gérard Leclerc, un dernier mot. Interroger ces gens-là, interroger ces maires qui sont pas tous des maires socialistes, communistes, tout ce que vous voulez, y compris des gens comme Béchiza, comme etc. Demandez-leur ce qui se passe. Et vous verrez. Et en plus, je vous dis, les chiffres existent, les statistiques existent, tout existe. Et on sait très bien que ce sont des quartiers qui concentrent toutes les difficultés et qui, contrairement à cette fable comme quoi on aurait déversé des milliards, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Seine-Saint-Denis, il y a eu notamment, je vous renvoie sur un appel de tous les maires de Seine-Saint-Denis où ils expliquaient ça. C'est pas vrai, ça reste, il suffit d'y aller, allez voir. Alors, il y a eu effectivement des déséquilibres, notamment s'il y a du communautarisme, parce qu'il y a eu une politique de refus de l'assimilation, si je puis dire. Justement, on a concentré des populations. Tout ça, c'est vrai. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, on part de cette situation-là et qu'il faut essayer d'y remédier. Et dans la rénovation, ça consisterait aussi, effectivement, justement, à éviter qu'il y ait ces concentrations de population. Autre affaire, il faut maîtriser la politique migratoire.